Bien, mesdames, messieurs, j'ai le grand plaisir de donner la parole aujourd'hui à Claudia Moatti et à Charlotte Worms. Je les connais tous deux de longue date, bien qu'elles n'appartiennent pas à la même génération. C'est un des principes qu'on essaie de temps en temps de pratiquer dans ce séminaire, de mobiliser les chercheurs de toute génération. Apparemment, la relation entre les deux exposés d'aujourd'hui peut paraître un peu fine, mais vous allez voir qu'en réalité, il y a des liens assez forts. Claudia est professeure de droit romain, on peut dire, à l'Université de Californie du Sud, mais professeure également à Paris 8, en histoire romaine. Et on peut dire que ta carrière est placée sous bien l'égide du prénom Claude. Tu t'appelles Claudia, tu as fait ta thèse avec Claude Nicollet, tu es, on peut dire, une disciple de Claude Nicollet, le grand historien qui fut conseiller de Mendès France, entre autres, à qui on doit des livres absolument fondateurs, notamment Le métier de citoyen à Rome, bien sûr, qui nous a marqué dans notre jeunesse. Mais il y a aussi l'idée républicaine en France. Il y a ce livre que j'ai eu l'occasion de citer dans mon cours, son dernier grand livre, qui est La fabrique de la nation, la France entre Rome et les Germains. Et donc, c'est à la fin des années 80 que tu as soutenu ta thèse avec Claude Nicollet sur le statut des juristes du droit à Rome. Enfin, c'était une très belle thèse. Puis quelques années après, il y a eu La raison de Rome, qui pour moi a été un livre vraiment marquant. C'est un livre qui a beaucoup compté, dans lequel apparaît déjà le thème de la migration, puisqu'au fond, tu invoques notamment le fait que les Romains, Rome, bien sûr, fait partie de ces sociétés qui ont été fondées par des apports étrangers qui se sont combinés, qui sont mêlés comme n'importe quelle nation, mais qui a cette particularité d'avoir revendiqué cette hétérogénéité des origines, cette combinaison des origines, contrairement à d'autres peuples qui s'inventent des mythes d'origine de Troie ou d'ailleurs. Là, les Romains ont toujours revendiqué cette hétérogénéité, et il y a un texte magnifique que je vous invite à aller contempler au musée de la civilisation romaine à Lyon, qui s'appelait autrefois le musée gallo-romain de Lyon. C'est la fameuse table claudienne dont tu vas évidemment parler à la fin de ton exposé. C'est Claude, l'empereur Claude, qui s'adresse au Sénat et qui essaie de les convaincre de la possibilité d'intégrer dans le Sénat des Gaulois, des personnes d'origine étrangère qui appartenaient à la Gaule chevelue, comme on disait. Et là, il y a un magnifique argumentaire historique, juridique, sur la nécessité pour l'État romain d'incorporer des citoyens. Ça a déclenché des sarcasmes, y compris à l'époque. Il y a un texte de Sénèque qui se dit, alors, si on continue, il n'y aura plus d'étrangers dans l'Empire romain, on sera tous citoyens, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et ce texte est très beau, il faut aller le voir, c'est une plaque de bronze. Tu ne reproduis pas la plaque de bronze dans ton diaporama, mais qui fait 2 mètres sur 2 mètres, enfin, ça n'est qu'un morceau, et qui a été retrouvé au XVIe siècle, et au miracle, une personne à ce moment-là, qui n'était autre que l'archevêque de Lyon, érudit, s'est dit, mais c'est un texte qu'il faut absolument conserver, et ça a été placé longtemps à l'hôtel de ville de Lyon, et puis ensuite ça a été intégré au musée, aujourd'hui, de la civilisation romaine à Lyon. Je vous invite à aller voir ce musée, qui est absolument magnifique, sur notre histoire, et cette magnifique inscription en bronze, avec cette particularité que, chose assez exceptionnelle, on a une version écrite de cette table claudienne, de ce discours du Sénat. La table en bronze, c'est presque une transcription sténographiée, au fond, d'un discours qui a été réellement prononcé. Il est assez oral, comme discours. Tacite, dans les Annales, au livre 11, a donné une autre version de ce texte, qu'il a évidemment remis en forme plus rhétorique, etc., mais qui, au fond, dit la même chose. Et ça avait beaucoup frappé les contemporains. Et dans le dernier livre que tu as publié, Claudia, sur la res publica, sur la façon dont la notion de chose publique a été réinterprétée au cours de l'histoire, a passé plusieurs étapes assez importantes. Ça ne se réduit pas du tout à l'opposition de la République et de la monarchie, comme tu l'expliques bien. C'est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe.
Et bien évidemment, tu reviens sur tous ces thèmes. Donc aujourd'hui, on va voir une application de cet état d'esprit à la question de la migration, parce que parmi tes spécialités, il y a celle d'avoir fait l'histoire du contrôle de la mobilité, du contrôle des populations, et c'est là qu'on a un rapport avec Charlotte Worms, que j'ai connu en 2003, je crois, à l'époque où elle était lauréate de la Fondation pour les sciences sociales, dont je m'occupais à l'époque, une petite fondation créée par Gilles de Margerie, qui est aujourd'hui commissaire au plan, enfin responsable de France Stratégie. Et j'avais été très frappé dans les exposés que tu avais fait à l'époque sur la façon dont tu alliais le droit, la connaissance du droit. C'était la question du relogement, la question de la destruction des logements insalubres, le droit de l'expropriation, etc. Enfin, comment tout ça a changé avec la guerre de 14. Enfin, j'avais été très impressionné par la précision et la clarté de tes exposés, tout ce qu'on apprenait en t'écoutant. Et tu as deux terrains majeurs, la France et surtout l'Île-de-France, je dirais, mais aussi l'Espagne, ce qui nous rapproche, parce que c'est un pays que je connais bien. Et donc, tu vas nous parler de la politique de peuplement, finalement, de la politique du logement et du contrôle aussi, finalement, de la mobilité et des migrants. Donc, vous voyez qu'il y a un rapport, j'espère que vous le percevrez vous aussi, entre les deux présentations auxquelles vous aurez le privilège de pouvoir assister. Voilà, je laisse la parole à Claudia. Et ensuite, Charlotte prendra tout de suite le relais et nous fera la discussion. Bien, merci infiniment pour cette invitation qui est une hospitalité. Non que je me sente migrante, mais une grande générosité de François Héran d'inviter des chercheurs extérieurs. Alors, merci à vous d'être là à 9h30 pour écouter un exposé sur Rome, qui sera nécessairement un peu décalé par rapport à ce que vous écoutez traditionnellement, puisque d'abord sur le plan des sources, ensuite sur le fait qu'il n'y a pas de statistiques possibles dans le monde antique, mais qui a sa légitimité puisque, comme vous le savez, et comme l'écrivait Cicéron au 1er siècle avant notre ère, de toutes les villes, il y a une route qui mène à Rome. C'est lui qui a écrit cela, et par cette phrase, il entendait quelque chose de très précis, qui était le fait que tout étranger pouvait prendre une route vers la citoyenneté romaine. Mais à vrai dire, en disant cela, il parlait aussi des routes réelles qui mènent à la ville de Rome, puisque quand on recevait la citoyenneté romaine, on devait s'installer dans la cité de Rome. Donc, en fait, intégration juridique et immigration allaient de pair, y compris lorsque l'immigration était forcée, comme on le voit... Ah, je crois que c'est plutôt là qu'il faut que je... Ah non, zut. Oh, zut. Oh, je crois que ce n'est pas le bon PowerPoint que j'ai mis. Bon. Alors, comme on le voit dans une phrase de Tite-Live qui évoque la longue file des migrants venant d'Albe. Elle est plus loin. La longue file des migrants venant d'Albe au 7e siècle avant notre ère, après la destruction de leur cité. Donc l'intégration juridique, c'est intéressant de penser que l'intégration précédait en quelque sorte la migration. Et sous l'Empire, cette obligation de résidence romaine sera limitée simplement aux sénateurs venant des provinces, aux nouveaux citoyens accédant donc au Sénat. Et c'est donc cette fois le lien entre la mobilité sociale et la mobilité géographique qui est apparent. À cette époque, à l'époque impériale, les routes métaphoriques, mais aussi bien réelles, se sont multipliées et diversifiées. C'est évidemment une vision assez simplifiée, mais qui donne une bonne idée de l'importance de cette mobilité dans l'Empire, et des routes qui d'abord ont servi pour l'armée, mais qui ont aussi évidemment favorisé de multiples mobilités. Alors, il faut tenir compte, dans l'étude des migrations, de l'évolution spatiale du monde romain. Rome est d'abord une petite cité-État,
au milieu d'une mosaïque de peuples en Italie. Là, vous avez donc l'évolution de son territoire. Une cité-État, c'est un État territorial délimité avec ses institutions et un État souverain. Donc, dans une Italie constituée d'une mosaïque de peuples avec lesquels, au fil d'affrontements, Rome tisse des accords, le plus souvent des accords inégaux, mais c'est-à-dire Rome étant en fait son hégémonie sur l'ensemble de l'Italie, jusqu'à donner à tous les Italiens la citoyenneté romaine au 1er siècle avant notre ère. Et pendant ce temps, évidemment, Rome étant également son hégémonie dans le bassin méditerranéen, et vous avez là la carte de la plus grande expansion de l'Empire au IIe siècle de notre ère, sous Trajan, avec ce que vous voyez apparent surtout, ce qui est intéressant, les provinces romaines, qui sont des territoires délimités, dirigés, gouvernés par un sénateur ou un chevalier, selon le cas, envoyé depuis Rome, et dont les habitants prennent le nom de pérégrins. Peregrini, les pérégrins, ce sont donc non pas des migrants, mais des non-citoyens de l'Empire. Alors ce monde en expansion fut un monde en mouvement, et on a du mal à comprendre pourquoi ce phénomène a eu lieu, ce phénomène majeur de la mobilité a été si longtemps sous-estimé par les historiens. Un véritable tournant historiographique a eu lieu il y a simplement une vingtaine d'années, auquel le programme de recherche que j'ai créé sur le contrôle de la mobilité des personnes en Méditerranée, justement de l'Antiquité à l'époque moderne, a largement contribué. Mais les publications se sont multipliées ces dernières années, y compris chez les historiens de la démographie antique, qui s'entendent à penser que l'immigration fut nécessaire pour maintenir un haut niveau de population, ou simplement un niveau de population stable dans les villes, y compris dans Rome. Dans cette ville cosmopolite, écrivait Sénèque, on arrivait de toutes parts. Et déjà, César et Auguste y avaient, pour cette même raison, donné des spectacles, dit Suétone, dans toutes les langues. Alors, qui étaient ces migrants ? Des hommes, des femmes, des enfants, bien attestés par les sources épigraphiques, les inscriptions, on en verra quelques-unes, des hommes, des femmes, des enfants libres, marchands, professeurs, médecins, paysans, notables, attirés par les villes, mais aussi des membres des nations extérieures allant au territoire impérial, qui demandent l'asile, on en parlera, il y a des réfugiés sur le territoire impérial, ou qui sont installés de force, c'est parfois difficile de faire la distinction dans les sources, mais aussi donc des otages, ou encore des esclaves, qui représentent à Rome entre 10% et 30%, selon les estimations des démographes, de la population urbaine. De nombreuses sources épigraphiques attestent leur présence et parfois donnent des récits de vie, comme ces deux inscriptions que j'ai détachées. Et je citerai simplement Gaius Iulius Mygdonius, né en partie d'un homme libre, capturé durant sa jeunesse et envoyé comme esclave en territoire romain, ou Caius Ducenius Phoebus, qui fut affranchi à Rome, mais venant de Syrie. Donc on voit déjà dans ce texte, non seulement la mobilité forcée, ce que j'appellerais plutôt la mobilité entravée, parce qu'on peut être forcé de migrer pour d'autres raisons que des raisons de servitude. La mobilité entravée donc, de ces gens qui viennent de toutes les régions du bassin méditerranéen et d'au-delà, la partie par exemple, à la suite de guerres, et puis le fait que ces gens-là ont pour vocation d'être intégrés par l'affranchissement donnant, quand il est formel, quand il est réalisé de manière formelle, donnant lieu à l'intégration dans la citoyenneté romaine. Alors, dans le monde romain, il faut simplement avoir en tête cela que je dis. Dans le monde romain, ce phénomène migratoire ne concerne pas que les non-citoyens. Migrants furent aussi les citoyens romains de toutes les classes. C'est une donnée qu'il faut avoir vraiment en tête pour comprendre en quoi l'Empire est un empire, c'est-à-dire un monde en mouvement.
On peut parler même dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, 3e, 2e siècle, d'une véritable diaspora romaine dans le bassin méditerranéen, à la faveur d'un mouvement extrêmement important de colonisation, d'abord en Italie, puis dans tout le bassin méditerranéen, mais aussi à la faveur du fait que les conquêtes sont suivies par une émigration romaine italienne pour des raisons d'accaparement de terres, pour des raisons d'affaires. On voit de très nombreux hommes d'affaires, les negociatores, dans le bassin méditerranéen. Et donc, le mot migrant ne s'applique pas tout à fait à ce que nous entendons aujourd'hui, ou plutôt le mot tel qu'on l'emploie aujourd'hui ne correspond pas tout à fait à l'idée qu'on peut à la façon dont on peut l'utiliser pour le monde romain. Et je voudrais ajouter que pour parler des migrants, le latin d'ailleurs ne connaissait pas de concept particulier. Il y a le verbe migrare, qu'on va retrouver tout à l'heure, qui désigne simplement le fait de se déplacer, mais ça peut être aussi la migration des âmes dans les espaces éthérés. Mais ça n'est pas du tout, c'est un verbe, c'est une action, ça n'est pas du tout un concept. Alors, il existe d'autres mots qui, et cela est très intéressant, désignent principalement des situations de mobilité qui n'ont aucune connotation relative au statut ou à l'origine ethnique ou géographique. Alors, par exemple, hospes, l'hôte, incola, le résident étranger, on y reviendra, ou l'expression qui morantur ou consistentes, ceux qui s'établissent dans une autre cité que la leur sans y avoir leur domicile légal, ou encore advena, celui qui advient. Et au fond, qu'est-ce qu'un étranger si ce n'est celui qui advient? Et je proposerais même qu'on puisse, à la place des migrants, parler des advenants, c'est-à-dire donc des gens dont on saisit le mouvement, et c'est peut-être le mot le plus intéressant de ce vocabulaire latin. Et ça a un autre intérêt, c'est qu'un advenant peut devenir un advenu par suite de l'accueil ou de l'intégration. Alors je propose de distinguer ces deux termes, l'accueil pour désigner des pratiques qui s'adressent aux migrants en tant qu'autres, l'intégration des pratiques qui tendent à effacer son altérité. Et c'est ce que produit par exemple à Rome l'intégration juridique, puisqu'un nouveau citoyen prenait une onomastique romaine, les fameux 3 noms romains qu'on a vus tout à l'heure, comme c'est le cas sur cette inscription d'un aristocrate d'Aquitaine. Et on voit bien, vous voyez, j'ai mis en gras simplement ce qu'il faut lire, on voit bien que c'est seulement à la 3e génération, Caius Iulius Rufus, dont l'arrière-grand-père était donc aquitain, le grand-père a obtenu la citoyenneté romaine, certainement de la part de Jules César, Caius Iulius, mais a gardé son cognomen d'origine, et puis c'est à la 3e génération qu'il s'est entièrement romanisé. Alors je commencerai par l'accueil organisé par, voilà un peu mon plan, l'accueil organisé par les autorités, puis l'accueil social, c'est-à-dire les formes de socialisation des migrants dans les villes. Et je poursuivrai, en espérant avoir le temps, par quelques remarques sur l'intégration juridique, mais surtout l'intégration sociale à l'échelle des cités. Enfin, j'essayerai de donner la parole aux migrants à travers quelques inscriptions qui me semblent intéressantes sur la façon dont ils ont vécu eux-mêmes cette mobilité et cette intégration. Alors, l'accueil, donc, comme protection, l'accueil d'abord encadré par l'État. Et avec une première remarque tout d'abord qu'il faut avoir en tête, on ne peut pas dire qu'il y a eu une politique migratoire unifiée dans l'Empire romain. Il n'existe aucune régulation valable sur tout le territoire, et c'est ce qui a fait penser aux historiens que finalement le monde romain était un monde fluide où tout le monde était capable de circuler. C'est pas tout à fait juste, car en fait, aussi bien à l'époque républicaine, 509-27 avant Jésus-Christ, qu'à l'époque impériale, 27 jusqu'à 476, disons en gros, après Jésus-Christ,
une multitude de règles ont été progressivement mises en place, visant chaque fois des catégories d'individus, des catégories de personnes, et non pas la protection du territoire en tant que tel, ni le contrôle des flux de population en tant que tel. Alors, je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête, une multitude de régulations, mais pas une régulation valable pour l'ensemble du territoire. Alors, voilà un exemple de l'entrée sur le territoire romain, qui est une entrée libre partout sans surveillant, ils passent le fleuve, les Ermundures, mais qui, les voilà, les Ermundures, ils sont, vous les voyez ici, au milieu, bon, c'est facile, alors que d'un autre côté, les Tenctères, qui sont un peu à l'ouest des Ermundures, eux, ce n'étaient que des armées sous l'œil d'un surveillant et à prix d'or qui nous était permis de nous réunir. Donc, des régulations variables. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ces régulations ne concernent pas que les migrants eux-mêmes, les non-citoyens se déplaçant dans l'Empire, mais aussi concernent le départ des citoyens romains. Il y a toute une très forte interprétation jurisprudentielle sur le problème que pose l'absence des citoyens, sur le temps de l'éloignement, sur le domicile légal, etc., y compris sur la sortie du territoire romain à partir de l'Empire tardif. C'est la troisième remarque préalable. L'Empire tardif, c'est-à-dire à partir de la fin du IIIe siècle, où on voit apparaître un début de politique territoriale qui va se poursuivre jusqu'au VIe siècle, une politique territoriale qui implique donc des régulations beaucoup plus générales. Je n'en parlerai pas ici parce que ça m'emmènerait trop loin. Mais même là, à l'époque de l'Empire tardif, les limites restent poreuses. C'est-à-dire, on voit passer quand même aux frontières des tas de gens. C'est précisément parce que la notion de frontière, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'est pas applicable à l'Antiquité. Il y a des limites, parfois fortifiées, à différents endroits du bassin méditerranéen, sur le Rhin, sur le Danube, en Afrique, à l'Est, à des périodes différentes. Mais ces limites, comme on le connaît, on le sait bien en travaillant sur la notion de limites, justement, le limes, ces limites forment des routes fortifiées, mais non des frontières au sens actuel du terme. Alors, commençons par cet accueil. Et je distinguerai plusieurs logiques dans l'accueil des migrants. Et je distinguerai trois logiques, à vrai dire. La première logique est une logique de protection. La deuxième logique est une logique d'utilité. Et la troisième, une logique de soumission. Alors, je distinguerai dans la logique de protection, effectivement, deux éléments. Le rôle de la négociation. Il faut partir de l'idée que dans le monde antique, la mobilité est toujours associée à l'idée de précarité. Quitter sa cité, c'est entrer dans une zone de non-droit. Alors revenons justement à l'époque républicaine où Rome est une cité-État et où se mettent en place, comme dans le monde grec, qui est aussi un monde de cité-État, toute une multiplication de formes de négociation pour protéger les migrants, protéger ses propres ressortissants et protéger les étrangers qui arrivent à Rome. Alors plusieurs accords sont connus, je ne vais peut-être pas rester trop longtemps sur ce sujet, mais dire un certain nombre de choses quand même. Des accords d'isopolicie. Qu'est-ce que c'est l'isopolicie ? C'est le fait d'attribuer à des étrangers la possibilité d'exercer des droits civiques quand ils arrivent, ils s'établissent dans la cité. C'est le cas, ces accords d'isopolicie, entre les Romains et leurs voisins, les Latins, par exemple, et ce qui définit une sorte de droit de migrer protégé, et qui est un droit absolument bilatéral, réciproque. Alors, évidemment, cette négociation semble une négociation équitable. Les Latins pouvaient obtenir ce droit de migrer. Les Romains, qui allaient dans les cités latines, pouvaient aussi obtenir ce droit de migrer. Mais on voit bien que la négociation pouvait produire, évidemment, de l'inégalité en raison de l'attractivité inégale entre Rome et les cités latines. Et dans un monde où la démographie est considérée comme une source de puissance.
Alors, autre négociation, les traités économiques, très nombreux traités économiques, depuis les plus hautes époques, 509, le premier traité entre Rome et Carthage, jusqu'au grand traité du 3e et 4e siècle de notre ère entre Rome et la Perse. Et en passant par les très nombreux traités économiques entre Rome et les tribus barbares du Rhin et du Danube. Alors, ces traités, là encore, sont ambigus. Il s'agit à la fois de protéger les marchands qui entrent, d'offrir une garantie officielle à leurs transactions, mais aussi de les empêcher de s'installer trop longuement sur le territoire. Protection et contrôle vont évidemment de pair. Alors, dernier cas, les traités d'hospitalité et d'amitié, qui sont des traités techniques. On est amis du peuple romain, ou on est l'hôte public de Rome, qui assure une protection contre une saisie des biens ou une réduction en esclavage. Le droit de saisie a été une constante dans tout le bassin méditerranéen jusqu'à l'Empire romain. La possibilité pour un individu, finalement, de perdre, ou le risque pour un individu, quand il arrivait dans une autre cité que la sienne, de perdre ses biens et d'être réduit en esclavage. Un individu, rappellent les juristes romains, pouvait devenir esclave soit en temps de guerre par captivité, soit en temps de paix, quand il était capturé par un peuple avec lequel il n'y avait ni relation d'amitié, ni d'hospitium, d'hospitalité, ni traité d'aucune sorte. C'est ce que expliquait le juriste Proculus du début du 1er siècle de notre ère. Je n'ai aucun doute que des peuples libres peuvent à la fois nous être étrangers et conserver, en résidant parmi nous, leur liberté et la propriété de leurs biens, comme ils le font chez eux. Et la même chose arrive quand nous résidons chez eux. Un peuple libre est un peuple qui n'est soumis au pouvoir d'aucun autre, mais il peut être lié à un autre par un traité ou par une relation d'amitié, ou même reconnaître par traité la supériorité d'un autre peuple. Donc, les peuples avec lesquels il existe une relation juridique sont protégés dans leur migration, comme les Romains eux-mêmes chez ces peuples-là. Accord de réciprocité, ce qui n'empêche pas que vous voyez que la relation est là encore inégale, puisque la liberté d'un peuple est définie d'abord sans contradiction avec la possibilité de reconnaître la souveraineté, la majestas d'un autre peuple, et notamment de Rome. Alors, d'autres formes de protection ont été mises en place par les autorités romaines pour les migrants arrivant à Rome, à l'initiative, cette fois, des autorités romaines. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, on voit à quel point la migration a entraîné la modification du droit local romain, du droit civil romain. Alors, dans le plus ancien code de la loi des 12 tables, c'est un code... je ne l'ai pas mis, si. Voilà. C'est un code qui date de 451-450 avant Jésus-Christ. On lit ce lemme de la loi numéro 6. Les 12 tables indiquent qu'un procès avec un étranger soit prioritaire et qu'un étranger ait une assistance judiciaire permanente, aeterna auctoritas. Et vous voyez que le mot étranger ici, c'est hostis. Hostis, c'est l'équivalent à cette époque, c'est ce que va devenir le sens de le mot peregrinus. Peregrinus va remplacer hostis. Hostis, ça va devenir l'ennemi. Mais à l'époque archaïque, l'hostis, c'est tout simplement, on pourrait dire, l'hôte, celui qui est accueilli avec une protection qui lui est assurée par les autorités. Alors par la suite, il faut ajouter que les Romains ont créé aussi un magistrat spécial pour s'occuper des rapports entre les Romains et les étrangers. Ils ont développé ce qu'on appelle le ius gentium, le droit des gens, un ensemble de procédures valables pour les rapports entre Romains et étrangers à Rome. Et ils ont eu recours à ce qu'on appelle les actions fictices, non pas fictives, mais fictices. Et ces actions fictices, ce sont des procédures judiciaires qui sont des décisions de magistrats par lesquelles des procédures jadis réservées aux citoyens romains étaient ouvertes aux étrangers avec cette fiction comme s'ils étaient citoyens romains. Donc la fiction en dit long sur la qualité extensive
de l'espace social de Rome, de l'inclusion du non-citoyen dans la vie de la cité, évidemment à partir du moment où ce non-citoyen est en quelque sorte reconnu. Alors tous ces dispositifs permettent de définir l'espace romain au fond non pas comme un territoire, mais comme une sphère de droit. C'est un espace qui s'étend au fur et à mesure des accords tissés, accords juridiques tissés entre les peuples et Rome, accords inégaux, il faut le dire, mais aussi une multitude de conventions et de mesures qui définissent au fond l'espace romain. Et le deuxième point, c'est que toutes ces conventions permettent de distinguer, dans un premier temps, les migrants relatifs, comme dirait Derrida, c'est-à-dire ceux qui sont connus de Rome. C'est une catégorie importante qui est l'objet d'un très grand nombre de régulations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces étrangers font l'objet de l'attention des autorités. Ils peuvent agir dans l'espace romain pleinement. Ils y sont visibles, mais différents à la fois. Visibles, différents à la fois. Et comme l'écrivait le grammairien Servius, chez les anciens, on ne s'occupait des advenants que s'ils avaient un contrat d'hospitalité. Alors, je propose de regrouper sous la catégorie donc, des hôtes, même si le mot peut avoir un sens plus technique, c'est-à-dire de ces gens qui sont l'objet d'un accueil organisé, toutes ces migrants qui donc sont des migrants relatifs. L'hospitalité, écrivait Lévi-Strauss, c'est la politique étrangère d'une société traditionnelle. Les hôtes sont donc les advenants reconnus qui sont destinés à repartir et qui sont l'objet, à qui on offre donc des commodités ou une protection. Au fond, la seule chose dont on les dépouille, c'est de leur agressivité potentielle. L'hospitalité est une manière de réduire l'étrangeté de l'autre et donc de se protéger. Bien différents sont les migrants absolus, c'est-à-dire les migrants non socialement ni juridiquement reconnus, ceux dont la présence ne donne lieu à aucun droit. Et le devoir du non-citoyen ou du résident étranger, c'est de ne rien faire en dehors de son occupation, de ne se mêler en rien d'autrui et de n'être dans l'état étranger absolument pas curieux. Le migrant idéal, au fond, celui qui n'est pas en position d'être accueilli, doit être invisible. Donc migrant visible, migrant invisible, pas nécessairement clandestin, on va le voir. Alors la deuxième logique qui m'intéresse, c'est la logique de l'utilité. Accueillir des migrants, ça n'est pas simplement faire preuve de générosité. On a vu l'accueil des migrants pour des raisons après la destruction de leur cité, par accueil forcé. Mais la relation d'hospitalité révèle en quelque sorte un autre fondement idéologique qui est le fait d'être fondée, cette relation, sur un échange de services. Les sociétés antiques ne connaissent pas la solidarité. Ils connaissent l'échange de services. Et on le voit bien dans le contrat d'hospitalité et dans un très grand nombre de mesures prises par les Romains en matière d'accueil des migrants. Alors prenons l'exemple de Rome. Voilà la cité à l'époque impériale. On peut dire que ni les portes ni les murs n'ont servi jusqu'à la fin du IIIe siècle à empêcher quiconque de rentrer. Évidemment, Rome était entourée. Oui, je vais y arriver. Rome était entourée d'un mur. Hein, c'est ce mur-là que vous voyez, qui est le mur du IVe siècle, qui est le mur du IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais à l'époque impériale, tout ce que vous voyez en marron, c'est l'extension du territoire de la cité par le fait que donc l'établissement et des migrants et d'autres populations, je vais y revenir, c'est fait en dehors du mur. Donc, à partir du IIIe, IIe siècle avant Jésus-Christ, en fait, ce mur du IVe siècle ne sert plus à grand-chose. Et il faut attendre la fin les années 271-282 sous l'empereur Aurélien pour que, à cause de la menace des populations germaines qui menacent le nord de l'Italie, l'empereur Aurélien construise cette nouvelle muraille.
Alors, comme le dit très justement un juriste de l'époque impériale, toutes les villes sont limitées par des murailles, mais pour Rome, la limite, ce sont ses faubourgs, le suburbium, c'est-à-dire tout ce qui dépasse le mur du IVe siècle. Alors, c'est donc la fluidité, cette fois, qui caractérise l'entrée dans la ville, si bien que lors d'une expulsion de non-citoyens soupçonnés d'avoir usurpé la citoyenneté, les Cicérons s'indignent de voir expulser des étrangers. Ils font mal ceux qui interdisent aux étrangers le séjour des villes et les bannissent. En réalité, il est juste de ne pas permettre que tienne une place de citoyen celui qui n'est pas citoyen. Mais quant à interdire aux étrangers le séjour d'une ville, c'est proprement inhumain. Donc Cicéron accusait en fait la confusion entre l'expulsion pour usurpation de citoyenneté et l'expulsion des migrants tout court, confusion qui le révoltait. En fait, d'autres mesures furent prises pour limiter ou interdire le séjour de la cité, mais de manière très ponctuelle. On a des limitations de séjour, des interdictions de séjour, des expulsions qui ont des logiques qui n'ont rien à voir avec des logiques d'ordre public ou des logiques de contrôle des migrants. Ce sont des exigences fiscales, par exemple, ou des motivations symboliques. On ne peut pas laisser rentrer dans la ville de Rome, qui est la patrie de l'empereur et le séjour de l'empereur, des gens qui ont reçu une condamnation judiciaire et donc sont taxés d'infamie ou de mauvais affranchis. Alors, ce que montrent ces mesures, c'est que l'idée de mobilité illégale était parfaitement claire dans les esprits. Il y a une mobilité légale, il y a une mobilité illégale. Mais ce qui sous-tend cette distinction entre légal et illégal, c'est moins une volonté de contrôler des flux migratoires qu'un intérêt bien assumé. On expulse des cités les paysans en exode rural pour les obliger à cultiver la terre. On limite le séjour des étudiants dans les cités pour qu'ils ne profitent pas des avantages du domicile local et surtout pour qu'ils n'oublient pas de retourner dans leur cité, qu'ils ne prolongent pas trop longtemps leurs études, afin qu'ils puissent remplir leurs devoirs fiscaux dans leur cité. Alors, cette idéologie se retrouve parfaitement dans toute la politique de concession individuelle de la citoyenneté par les Romains. Ce sont ceux qui rendent service à la cité, qui vont recevoir, qui sont dignes de devenir citoyens romains. Mais cette idéologie sous-tend aussi les mesures qui visent à encourager l'immigration à Rome. On voit par exemple César appeler les intellectuels, les médecins grecs à venir s'installer durablement à Rome. Auguste qui leur donne des privilèges et les excepte d'un édit d'expulsion qu'il prononce en 6 avant notre ère, expulsant tous les pérégrins lors d'une crise de ravitaillement. Et il en était de même dans de nombreuses villes. On a de très nombreuses attestations d'édits d'expulsion pour des raisons d'inutilité ou inversement des édits qui maintiennent des populations dans une ville. Par exemple, Alexandrie, de nombreux papyrus nous renseignent sur ces édits qui distinguent les populations utiles des populations inutiles qui doivent repartir. Alors, c'est dans l'Empire tardif cette logique qui conduit l'empereur Gratien en 382, par exemple, à expulser les mendiants. Et Ambroise de Milan approuve cette mesure. Il distingue les vrais mendiants des faux mendiants. Tous, au fond, chrétiens comme païens, pensent donc que la population doit être la plus active, la plus nombreuse, mais aussi la plus utile au service de l'État. Et c'est ce qui justifie la constitution de Justinien en 534, qui vise à créer un magistrat spécial, le magistrat qui s'appelle un questeur, et ce magistrat est chargé de contrôler les populations qui entrent à Constantinople. Alors, c'est cette même conception d'utilité, ce même sentiment d'intérêt qui explique aussi l'installation de très nombreux migrants sur le territoire romain. Par exemple, Non, décidément, je me suis trompée de PowerPoint. Par exemple, de très nombreux barbares donc, du centre situé entre le Rhin et le Danube, 40 000 Suèves et Sicambres installés par Tibère en 8 avant Jésus-Christ sur la rive gauche du Rhin,
ou les très nombreux barbares s'y installés par Marc Aurèle en Pannonie, vous voyez, en Pannonie, en Rhétie, en Germanie, en Mésie, installés donc pour des raisons très simples, parce que tous ces peuples-là, réduits vaincus par les armées romaines, devaient pouvoir servir dans l'armée, protéger les frontières contre d'autres incursions barbares ou cultiver la terre. Alors, il y a un discours très intéressant d'un rhéteur et homme politique du IVe siècle de notre ère, Thémistius, qui est prononcé après l'intégration sur le territoire romain en 376 des Goths qui demandent l'asile politique à Rome. Et il résume, à mon avis, assez bien l'ambiguïté de l'accueil romain. La philanthropie l'emporte sur la destruction. Valait-il mieux remplir la trace de cadavres plutôt que de paysans? Il s'agit bien de mettre ces gens à cultiver la terre. On dit que déjà les barbares transforment leur fer en bêche et en faucille et qu'ils cultivent les champs. Ainsi verrons-nous bientôt les sites de plus appelés barbares mais romains. Donc vous voyez, cette idéologie qui n'est pas partagée par tout le monde, mais qui est au service d'une politique impériale d'utilisation d'une main-d'œuvre comme de l'exploitation des ressources humaines. Alors précisément, le cas de ces Goths est tout à fait particulier parce que ce sont non pas des vaincus, mais des demandeurs d'asile. Et je voudrais venir à cette troisième logique, qui est le cas des réfugiés, puisque c'est tout de même, on ne peut pas évoquer Rome sans évoquer cette tradition très forte de l'asile que le premier roi de Rome, Romulus, aurait installé sur le Capitole, l'asilum, un asilum qui a été certainement installé, mais probablement à des époques tardives, puisqu'on connaît plusieurs temples. Le temple sur le Capitole, le temple de Veiovis sur le Capitole, mais le temple de Diane sur l'Aventin, qui ont servi d'asile non seulement aux étrangers, aux migrants, mais aussi aux fugitifs, aux opposants politiques, aux esclaves qui étaient en fuite. Mais plus précisément, ce qui m'intéresse ici, c'est le fait qu'il a existé un vrai statut de réfugié dans l'Empire romain, ce qui n'a jamais été relevé. Alors j'ai pris un premier texte, on va quand même aller assez vite, un premier texte qui est un texte de Cicéron, 1er siècle avant notre ère, qui évoque et qui met en place, à mon avis, ce que c'est que le droit d'asile dans l'Antiquité. Un exilé qui s'était réfugié à Rome et s'était vu reconnaître le statut d'exilé, ius exulare, s'était placé sous la protection d'un citoyen, lequel devint en quelque sorte son patron. Alors, on va retrouver dans tous les cas d'accueil de réfugiés cette même structure, à savoir le fait qu'il existe un statut de réfugié, ius, et deuxièmement que le réfugié, c'est celui qui se place sous la protection, c'est pas celui qui a un droit, il a un statut, mais il se place sous la protection des Romains, ici la protection d'un citoyen, puisque c'est un individu, et la comparaison avec le fait que cet individu, le Romain citoyen, devient son patron, c'est la comparaison avec la relation clientélaire, client-patron dans le monde romain. C'est une relation par laquelle un individu d'une classe sociale inférieure se place sous la protection d'un sénateur, par exemple, ou une cité de l'Empire se place sous la protection d'un homme de la classe sénatoriale. C'est donc une relation inégalitaire qui est fondée sur ce qu'on appelle la fides. Et la fides, c'est une relation de loyauté, mais qui implique justement une inégalité des rapports entre celui qui protège et celui qui est reçu. Alors, on retrouve dans toute la littérature consacrée à l'accueil des réfugiés, et elle est très importante, cette idée que le demandeur d'asile n'a aucun droit, qu'il peut avoir éventuellement un statut, mais qu'il est surtout en position de soumission. Alors, tel est le cas de l'accueil des chefs barbares, par exemple, qui, chassés de leur trône, demandent l'asile à Rome. C'est le cas de Maroboduus, qui est marquement, vous voyez, au centre de la carte,
qui est chassé par les Chérusques, juste à côté, et qui vient demander, en suppliant, l'asile à Tibère. Il est installé à Ravenne. Et son successeur, celui qui a pris le pouvoir, est chassé lui-même de son trône, et il vient demander l'asile à Tibère aussi. Il est installé à Fréjus, avec ses partisans. Alors, on a un historien anglais qui s'appelle Geoffrey de Sainte-Croix, a fait la liste de tous ces barbares installés et accueillis par Rome. On compte environ 33 installations de peuples entre le 1er siècle et le 6e siècle. Toutes n'eurent pas la même importance. Parfois, ce sont quelques milliers d'individus, parfois des 20 000, 30 000 personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces demandes d'asile sont parfaitement maîtrisées jusqu'en 376, date de la grande catastrophe, lorsque les demandeurs d'asile venant, donc poussés par les Huns, les Goths, des Goths, un peuple goth poussé par les Huns arrive à la frontière du Danube et demande l'asile à l'empereur Valentinien. On a un récit extraordinaire de Ammien Marcellin, l'historien de l'époque, qui raconte justement la façon dont s'est déroulée cette demande d'asile. Donc, ayant envoyé des parlementaires à Valence, il réclamait par une humble prière, humili préquée, qu'on les accueillît, s'engageant à vivre pacifiquement et à fournir des troupes auxiliaires, si la situation l'exigeait. Les flatteurs patentés exaltaient la fortune de l'empereur qui tirait des extrémités de la terre tant de jeunes recrues pour les lui offrir quand il ne les attendait pas. Dans cet espoir, on envoie sur divers points procéder au transfert de cette foule sauvage avec ses chariots. Alors en fait, l'empereur met beaucoup de temps à donner son accord et les Goths sont transportés sur des bateaux et des radeaux sur le Danube. Et le Danube est en mouvement, les bateaux ne tiennent pas. Donc ils étaient si nombreux sur ces radeaux que plus d'un fut englouti dans le fleuve agité, et que les administrateurs romains furent dans l'incapacité, nous dit Ammien Marcellin, de les dénombrer. Et on voit ces foules, décrites par Ammien Marcellin, comportant des femmes, des enfants, des images qui nous sont extrêmement familières. Alors pour éviter qu'ils ne se révoltent, les Romains les transportent lentement vers la Thrace, donc vous voyez sur cette carte, et ils les séparent en petits groupes. Alors ce sont des révoltes multiples et surtout l'administration est totalement désorganisée, si bien que ça se termine par un drame. Tous les Goths se réunissent pour mettre le siège aux armées romaines, et c'est la bataille d'Andrinople qui est une catastrophe pour l'Empire. Alors, j'ai parlé jusqu'ici donc de délégations contrôlées. Je voudrais, hélas, faire plus vite, essayer de vous montrer qu'il y a aussi une délégation sociale, enfin un accueil social des migrants dans les villes. Et la ville elle-même est un espace non seulement d'accueil, mais d'intégration. Alors, très rapidement, je parle cette fois des migrants invisibles, ceux qui n'ont pas de contrat avec l'État romain. Et comment font-ils pour être accueillis dans la cité ? Premier cas, les plus chanceux pouvaient recourir à des accords d'hospitalité privée. Vous voyez ici les fameuses tessères d'hospitalité, qui sont des petits objets qu'on transporte avec soi pour prouver qu'on est l'hôte privé d'une famille. Donc ces accords qui sont souvent accompagnés de lettres de recommandation. La lettre de recommandation est un des moyens pour un migrant de rentrer dans une ville qu'il ne connaît pas. Deuxième moyen, des structures collégiales, où des migrants se réunissent entre eux pour former des petits collèges à vocation principalement funéraire. Pourquoi ? Parce que quand on est migrant, eh bien, on voudrait qu'on est complètement séparé de sa famille. On a besoin non seulement d'un espace de sociabilité, donc ce sont des banquets organisés régulièrement, mais aussi de prévoir ses propres funérailles en l'absence de la famille. Et puis troisièmement, les structures communautaires. On peut établir très clairement aujourd'hui qu'il y avait de véritables chaînes de migration et de diaspora bien organisées, qui, on le voit bien à propos de l'exemple des Juifs,
Je verse ici un document qui n'a jamais été utilisé dans ce contexte-là, qui est une lettre de l'empereur Claude aux Alexandrins en 41, où l'empereur appelle au calme après des pogroms menés contre la population juive par les citoyens d'Alexandrie. Et dans ce long édit, Claude appelle les Alexandrins à plus de calme, mais il demande aux Juifs de ne pas faire venir d'autres Juifs depuis la Syrie ou l'Égypte, ce qui me ferait concevoir de sérieux soupçons. En cas contraire, j'emploierai tous les moyens pour me venger d'eux, en tant qu'ils fomentent ce qu'on peut appeler une plaie générale pour tout le monde. Alors, on a là quelque chose de très intéressant, parce que premièrement, on voit que l'empereur ne s'adresse pas au préfet de l'Égypte, au gouverneur, il s'adresse à la communauté juive. C'est elle qui a la délégation d'autorité pour accueillir en quelque sorte les migrants. Mais deuxièmement, on voit une sorte de délit d'hospitalité. Si vous accueillez les migrants, eh bien, je me vengerai, dit l'empereur. Alors c'est aussi ce qui se passa à Rome en 19, donc un peu avant, sous Tibère, où de nombreux juifs étant arrivés à Rome, ce sont probablement d'ailleurs des chrétiens, et tentaient de convertir à leur superstition un grand nombre de Romains, Tibère les chassa, la majeure partie d'entre eux. Donc il y avait une indifférence de l'État à ces migrants invisibles, mais parfois l'État devait intervenir pour des problèmes, se donner le droit d'intervenir pour des problèmes d'ordre public. Au fil du temps, ces migrants pouvaient retrouver une véritable intégration. Alors je ne parlerai pas ici, je n'ai pas le temps de l'intégration juridique. J'aurais bien voulu vous montrer le beau texte qu'évoquait, mais puisque François l'a évoqué, je n'ai plus rien à en dire. Mais je parlerai simplement pour terminer, si vous me laissez encore un petit peu de temps, de l'intégration sociale, mais très rapidement, à savoir le fait que dans la ville de Rome, alors ça c'est vraiment... Alors dans la ville de Rome, il n'existait pas de quartier communautaire. Mais on voit bien que dans la cité, certains territoires, disons, à l'extérieur, ce qu'on appelle le Trastevere aujourd'hui, de l'autre côté du Tibre, ou l'Aventin ou l'Esquilin, étaient des quartiers où se trouvaient de très nombreux étrangers. Alors, c'est un premier point. Et deuxièmement, ce qu'on peut voir, c'est que donc, les étrangers étaient tout de même mêlés aux autres populations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de ces étrangers étaient en quelque sorte des résidents qui avaient établi leur domicile, soit à Rome, soit dans des tas d'autres cités du bassin méditerranéen. Et ce qu'on voit, c'est que comment, à l'intérieur de l'espace urbain, ce statut de résident étranger, ce qu'on appelle les incolae, ce statut de résident étranger, donc c'était des gens qui étaient ou citoyens ou non citoyens, qui s'installaient dans n'importe quelle cité du bassin méditerranéen pour y résider, pour y avoir leur domicile légal, et ces gens-là, eh bien, s'intégraient à la fois en participant à la vie de la cité, comme les Romains l'ont fait d'ailleurs quand ils s'installaient dans des cités de l'Empire, mais ils ont progressivement reçu les mêmes droits que les citoyens. L'espace urbain a été un espace d'intégration sociale tout à fait important. On le voit dans ce texte-là, qui est une inscription donc, de Bétique en Espagne. A Lucius Lucretius Severus, originaire de Cordoba et d'écurion dans le municipe latin d'Axati, en tant qu'incola. Il a fait ériger une statue qu'il a ordonné par testament de placer. Donc, une statue a été érigée qu'il a ordonné par testament de placer ici, à Axati. Alors, qu'est-ce que nous dit ce texte? C'est que cet individu qui est originaire de Cordoba, la Colonia Patriciensis, bon, c'est pas très loin d'Axati, mais il est originaire de Cordoba, il s'est établi à Axati, et c'est en tant que incola, en tant que résident étranger, qu'il est devenu membre du Sénat local. On voit bien comment l'espace urbain constitue un espace d'intégration sociale. Alors comment les étrangers voyaient-ils cette intégration? Et je terminerai par deux inscriptions, peut-être rapidement. On a retrouvé dans cette partie de Rome
Donc vous voyez, le Trastevere, c'est ça, et le Janicule, et toute la cité est construite sur la rive gauche du Tibre. Et dans cette partie, à peu près ici, on a retrouvé un certain nombre d'inscriptions bilingues, ou trilingues même, qui attestent la présence d'un culte palmyrénien, d'un culte de gens qui viennent de Palmyre, et d'une communauté palmyrénienne qui a été tout à fait active dans ce secteur. Alors regardons cette première inscription, je l'ai mise en latin et en grec pour que vous voyez l'organisation. En latin, pour le salut de l'empereur Caius Licinius N, on ne sait pas, et Héliodorus de Palmyre, ont fait ériger un édifice à Bel, Yaribol et Malakbel. En grec, Héliodore de Palmyre et Caius Licinius, Abel et Malakbel, dieux de Palmyre. Et en latin, sous le consulat de Lucius Lamia et Sextus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la partie latine, les deux individus adressent leur dédicace au salut de l'empereur. On les voit, ils sont très intégrés, et certainement tous les deux citoyens romains. Le premier sûrement, Caius Licinius, puisqu'il a les 3 noms, et Héliodorus, probablement un affranchi devenu citoyen romain. Alors ensuite, dans la partie, et donc ils font une dédicace à des divinités de Palmyre en latin. Dans la partie grecque, et ce qui est intéressant, c'est que le latin encadre le grec. Et dans la partie grecque, c'est Héliodorus qui est nommé en premier, citoyen de Palmyre, originaire de Palmyre. Et comme Licinius, il est peut-être citoyen romain, et dans ce cas, donc, il est peut-être affranchi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils exhibent tous les deux langues, le latin et le grec. Et en disant qu'ils sont originaires de Palmyre, on sous-entend qu'ils parlent l'araméen. Donc, Héliodore et Licinius exhibent 3 identités. Une origine, une appartenance, la citoyenneté, et une culture multiple. Prenons cette autre inscription de Tiberius Claudius, elle date des années 130. Tiberius Claudius Félix, citoyen romain, affranchi et palmyrien. Donc vous avez d'un côté l'inscription en latin et sur le côté, ici, l'inscription en palmyrénien. Donc, que dit cette inscription? La version latine dit qu'avec sa femme et son fils, il a accompli son vœu à l'égard du dieu Sol, et il indique leur appartenance professionnelle, galbienses decorte tertia, qui est le fait qu'ils travaillent dans les entrepôts de Galba qui se situent au pied de l'Aventin. Donc là encore, c'est intéressant, c'est que l'inscription latine montre l'insertion professionnelle dans la cité de Rome, et l'inscription palmyrénienne rappelle qu'il a dédié, alors c'est la traduction en palmyrénien, il a dédié avec les autres palmyréniens de Rome un autel au dieu Malakbel et au dieu de Palmyre. Il ne dit rien sur sa vie en tant que Romain, sur sa vie dans la cité de Rome. Donc 2 vies, 2 identités juxtaposées. Et puis une dernière inscription, celle d'un compatriote, Héliodorus, un autre Héliodorus de 236 de notre ère, qui dédie un autel au dieu de la lune, donc inscription bilingue en grec et en palmyrénien. Il dédie un autel au dieu de la lune et du soleil, et il vit dans deux mondes différents. Regardez dans la version grecque, alors je l'ai traduite, je crois, ici. Ah non. Dans la version grecque, il donne son nom de citoyen romain d'ailleurs. Il est Iulius Aurelius Héliodorus Adrianus, fils d'Antiochos, citoyen romain et palmyrénien. Mais dans la version palmyrénienne, il se présente sous son ancien nom, Yarai, etc. Je vous l'ai mis en gras. Ce citoyen romain affranchi cumule les appartenances et les identités, mais garde soigneusement sa culture antérieure. Alors comment s'expliquent les différences entre ces 3 cas qui témoignent de la présence à Rome au IIe et IIIe siècle d'une diaspora de palmyréniens ayant sans doute gardé des liens avec la communauté d'origine? Ceux qui n'utilisent aucun latinisme, par exemple, pratiquement dans cette inscription, peut-on penser qu'ils étaient des immigrants de première génération, un peu comme ces gens-là qui donnent à leurs enfants, qui portent un nom grec,
Dulcitios et Mélissa, et qui donnent à leurs enfants des noms latins, peut-être pour favoriser leur intégration ou parce qu'ils sont de la première génération. Et combien de temps fallait-il finalement pour se sentir intégré? Le sénateur Fronton, qui vit à l'époque de Marc Aurèle, qui était précepteur de Marc Aurèle et Lucius Verus, des empereurs au IIe siècle de notre ère, Fronton était originaire de Cirta, en Numidie. Et il a été comblé d'honneur par la famille impériale parce qu'il a été donc, ce précepteur adoré, on peut dire. Mais il s'est toujours senti étranger à Rome. Il s'est senti même un barbare, un sentiment que devaient partager sans doute bien des sénateurs originaires des provinces et qu'avaient ressenti à la fin de la République ceux qui étaient d'origine italienne. Voilà un cas incroyable, c'est Cicéron rapportant le fait que Marc-Antoine, donc au départ l'adversaire de Octave qui va devenir Auguste, Marc-Antoine se moquait d'Octave en disant qu'il n'était pas romain véritablement puisqu'il était d'une ville italienne, Aricie. Et Cicéron s'exprime, sa mère est d'Aricie, ne dirait-on pas à l'entendre qu'elle est de Tralles ou d'Éphèse? Vous voyez que selon les périodes, on repousse l'étrangeté au plus loin. Et selon Suétone, le préjugé à l'égard des nouveaux citoyens était si tenace que lorsque César admit des Gaulois au Sénat, des inscriptions furent placées dans toute la ville pour demander aux Romains de ne pas leur indiquer le chemin de la curie. Une anecdote bien révélatrice donc de cette société à la fois ouverte et xénophobe, protectrice et soupçonneuse, même craintif à l'égard des nouveaux venus, comme s'ils devaient toujours craindre d'être vaincus par leurs vaincus. Voilà, je vous remercie pour votre attention.